Bonsoir, chères étudiantes et chers étudiants. J'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo parce que je dois dire que, comment dire, ce qui s'est passé vendredi, euh, l'assassinat, comment disent les journalistes, abominable, monstrueux, comme si un assassinat pouvait être autre chose que monstrueux ou abominable, de Samuel Paty, venant après l'attaque par un analphabète contre les anciens locaux de Charlie Hebdo, pensant attaquer des journalistes de Charlie Hebdo, tout cela a fait écho à ma première rencontre avec vous, où d'aucuns m'ont pris pour un excité. Malheureusement, j'aurais bien aimé être un excité, et la suite a démontré malheureusement que non. Et donc, les étudiants, je vous présente mon chat. Il va jouer le rôle que vous jouez habituellement de trouble-fête et de saboteur. C'est l'inconvénient de faire des vidéos le soir. Il va aller se coucher, pas au petit matin quand il ronfle. Bon, alors, Coco, tu nous laisses la place, tu t'installes sur le bureau de monsieur le maire et tu me fous la paix. Sinon, je te lourde. C'est clair? Merci, tu as de la place là. Allez, exécution. Donc, j'en reviens à mes moutons. Très sérieusement, cette histoire de liberté d'expression, de laïcité, de modèle républicain, c'est un petit peu désespérant parce que chaque fois qu'il y a une catastrophe, on se réunit, mais immédiatement, on est dans la logique. Mais quand même, ils ont peut-être un petit peu cherché. Et puisque j'avais fait écho aux caricatures de Mahomet, n'ayez pas peur pour vos chastes regards. Je prends juste dans le numéro en question, tout ça pour ça. Je prends le sondage, qui n'est pas un sondage fait par Charlie Hebdo, c'est un sondage fait par l'IFOP. Alors, pas le tartufferie. Si l'IFOP c'est bon pour mesurer la popularité du président de la République, c'est peut-être aussi bon pour autre chose. Et deuxièmement, en termes de sondage, bien évidemment, il faut prendre les sondages pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un outil d'analyse, ou qui permet d'affiner l'analyse, et certainement pas une prédiction. Mais bon, soyons sérieux. Dans ce sondage réalisé auprès de 1020 personnes représentant un ensemble de la population vivant en France métropolitaine âgée de 15 ans ou plus un sous-ensemble de 515 personnes, donc en plus de ces 1020, représentatifs de la population qui se déclare de religion musulmane, donc spontanément, vivant en France métropolitaine, âgés de 15 ans ou plus. Et c'est un sondage qui a été réalisé entre le 6 et le 17 août. Et pour l'échantillon, selon la méthode des quotas. Donc, la règle des sondages, les plus... Le fait que
31% de l'ensemble de la population, donc fondée sur l'échantillon des 1020 personnes. Disent à la question, selon vous, les journaux ont-ils eu raison ou tort de publier les caricatures du prophète Mahomet? Ils ont eu tort. Et que si maintenant on s'intéresse à l'autre échantillon, celui des 515 personnes représentatives de la population de religion musulmane vivant en France, âgées de 15 ans ou plus. Là, ce soit 69%. Je veux dire, je suis terrorisé. Et je suis d'autant plus terrorisé que quand je passe sur un certain nombre de questions, sur la liberté d'expression, sur les médias, sur la condamnation des auteurs de l'attentat, mais vous trouverez ce sondage partout, quand je viens aux valeurs de la République, et que sur l'ensemble de la population, 17%, soit quasiment 2 sur 10, et 40% pour l'échantillon concernant la population musulmane, disent qu'ils font passer leurs convictions religieuses avant les valeurs de la République, je suis terrorisé. Et là, je dois dire que pour la première fois depuis que j'enseigne, alors vous n'étiez pas né, j'ai commencé en 1979, c'est vieux. Eh oui, c'est vieux, c'est même très vieux. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu envie de jeter l'éponge, de me dire bon, ça va. Ça va. Puis, après 3-4 jours de réflexion, et après avoir, je dois le confesser, enregistré une vidéo que je n'ai pas mise en ligne, parce que je m'étais peut-être un petit peu trop laissé aller. Je me suis dit que finalement, il y avait quand même un très grand intérêt à analyser devant vous le modèle républicain mis en place par la Troisième République. Et donc, je vais très sommairement ce soir, après avoir analysé la crise du boulangisme dans la vidéo précédente, que j'ai mise en ligne, je vais analyser la seconde de ces crises extrêmement importantes, qui est ce qu'on appelle la crise anarchiste. En fait, la République française va, après le moment Boulanger, où elle avait vacillé, j'ai bien essayé de vous en montrer les ambiguïtés et la différence entre mouvement populaire et mouvement populiste, nous y reviendrons. Et je mettrai, mais là je n'ai pas eu le temps, parce que vu le contexte que je vous ai rappelé, je ne m'en suis pas préoccupé ce week-end, contrairement à ce que j'avais prévu. Je mettrai donc dans le topo écrit des éléments là-dessus. Donc après avoir bien montré la différence entre populaire et populisme, et les ambiguïtés du mouvement Boulanger, je voudrais en venir donc à ce moment où, pour combattre des violences et des attentats entre 1892 et 1894, la République adoptait des lois très dures qui seront dites lois scélérates, lois liberticides par certains côtés.
Mais je vous rassure, ça ne concerne pas la laïcité, qui ne fait pas partie de ces lois. La laïcité sera au contraire la réponse républicaine lorsqu'après une autre crise, l'affaire Dreyfus, les ennemis de la République voudront prendre le... T'es un chieur, t'es un emmerdeur, hein, t'es très mignon, tiens, montre ta bobine, que tout le monde puisse te voir. Ça, voilà. Voilà, vous avez vu ceux qui sabotent mon cours. Merci. Donc, couche-toi là, et tu m'accordes 20 minutes. Et dans 20 minutes, on rentre à la maison. Ça te va? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette crise anarchiste de 1892 à 1894? D'abord parce que la République ne profite pas à tout le monde, parce qu'on a un retournement de la conjoncture économique que je vous ai expliqué, parce qu'il y a le sentiment, cette ère du tous pourri que je vous ai décrit, un mouvement de contestation extrêmement important se traduit. Il y a des grèves, mais il y a plus que des grèves, il y a des attentats. Des attentats dits anarchistes. Alors, on pourrait contextualiser cela dans un mouvement venu depuis l'Empire russe qui se traduit par l'exécution ou l'assassinat du tsar Alexandre III, celui qui avait donné son nom au pont Alexandre à Paris, qui pour moi est quand même, ça ne regarde que moi, l'un des plus beaux de Paris, si on réfléchit bien. Le 13 mars 1881, il y avait eu des attentats en Allemagne où Guillaume Ier avait été victime de 2 attentats et il avait échappé de peu à la mort à 2 occasions. Il y avait eu autour du 1er mai 1889 à Chicago, là aussi des violences attribuées à des anarchistes. En France, 3 très grandes poussées. 11 mars 1892, le premier attentat. Le 9 décembre 1893, Auguste Vaillant, qui lance une bombe depuis la tribune des spectateurs de la Chambre des députés. Et puis le 24 juin 1894, à Lyon, où un anarchiste italien, donc bien évidemment vous allez avoir l'assimilation étranger et terrorisme, le président de la République, Sadi Carnot, est assassiné donc par un anarchiste italien, Caserio. Bon, vous trouverez le descriptif de ces éléments très partout. Ce qui m'intéresse, c'est la réaction. La réaction, c'est l'adoption d'un certain nombre de lois de police qui vont revenir sur l'esprit des grandes réformes républicaines qui avaient prévalu, qui avaient, lors de ces grandes lois de liberté que j'ai évoquées, par exemple dès le 11 décembre 1893, 2 jours à peine après l'attentat d'Auguste Vaillant, dans le gouvernement de Jean-Casimir Perier, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Antonin Dubost, modifie de manière significative la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui ne punissait au départ que ce qu'elle appelait la provocation directe.
Là, même les provocations indirectes sont punies, et une immense majorité, 12 décembre 1893, 413 voix contre 63 pour adopter cette loi. La seconde loi, 15 décembre 1893. Elle concerne les associations de malfaiteurs et elle prône, elle propose, elle autorise l'inculpation de tout membre ou sympathisant sans faire de distinction, et qui plus est, elle encourage à la délation en disant, je cite, je vous prends le texte, les personnes qui se seront rendues coupables du crime mentionné dans le présent article seront exemptes de peine si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l'entente établie ou fait connaître l'existence de l'association. Et enfin, le 28 juillet 1894, une troisième loi est votée, qui est la plus caractéristique de cet état d'esprit liberticide, puisque elle vise directement les milieux anarchistes et interdit tout type de propagande qui est abouti. Ta gueule, le chat. Ouais. Excusez-moi, il faut que je fasse la police ici. Cette loi donc interdit toute la propagande anarchiste, saisit des journaux, aboutit à des procès, etc. Comme je vous l'ai dit, je vais m'interroger sur deux types de réactions. Je ne parle pas de la majorité très large qu'il y a quand même. Non. Je dis que c'est à l'occasion de cette réflexion sur comment doit se défendre la République que celui qui avait été élu plus jeune député de France en 1885, Jean Jaurès, et qui avait été élu comme un républicain bon ton, rien d'un révolutionnaire, rien d'un socialiste. Non, un républicain bon ton. Jean Jaurès va comprendre que la défense de la République ne peut pas fouler aux pieds les principes républicains. Que ce qui fait l'honneur de la République, c'est de ne pas amalgamer. Je vous mettrai dans le papier que je vous ai promis en intégralité son magnifique discours qu'il prononce en novembre 1893, très exactement le 21 novembre 1893, et puis il luttait sous le nom de République et Socialisme, et où il explique très bien, où il démontre très bien ce raisonnement. La République, c'est quelque chose qui a été rendu possible par des lois d'émancipation. Les lois sur la presse, les lois sur les associations, les lois sur les syndicats, les lois sur l'école, que j'ai évoquées. Et qu'un certain nombre de personnes se sont rendues compte qu'il existait une contradiction entre l'ordre politique, faisant de tous les citoyens, pour reprendre l'expression de Jaurès, une assemblée de rois, et l'ordre social, où ceux qui, par leur bulletin de vote, disposent du moyen de chasser les ministres du pouvoir, peuvent être, eux, sans lendemain, chassés de l'atelier par la simple volonté de leur patron, de nécessité de profit, que sais-je encore.
et qu'il existait en conséquence une contradiction béante entre l'ordre politique républicain, de liberté, de démocratie plus ou moins parfaite, par l'exercice du droit de suffrage, et l'ordre social existant. Et que le socialisme découlait réellement de cette aspiration républicaine, qu'il était le superlatif de la République, en quelque sorte, que le socialisme, c'était la République jusqu'au bout, dans l'ordre politique, comme dans l'ordre culturel, comme dans l'ordre social. Et donc, en ce sens-là, et ne faites pas cette insulte-là, parce que je pense qu'il y aurait entre nous comme un état de belligérance, pour employer un vocable neutre. Rien, absolument rien n'excuse ce qui s'est passé. Et les chiffres que je donnais tout à l'heure de ce sondage montrent bien que pour moi, il s'agit désormais d'être absolument impitoyable avec toutes celles et tous ceux qui participeraient de cette tentation pour faire en sorte que, finalement, la République serait jugée plus secondaire que la religion. Et donc, si vous voyez ce que cela veut dire jusqu'au bout pour Jaurès, ça veut dire que la fin ne justifie en aucun cas les moyens. Que l'idée républicaine est la cause directe du mouvement socialiste. Et que prétendre combattre des meneurs, comme dans ces lois scélérates que je viens d'évoquer, qui, le 15 décembre, c'est la seconde qui est visée ici, 1893, dénonce les meneurs d'associations de malfaiteurs, que c'est finalement l'idée même républicaine qui est le grand meneur de cette affaire-là. Et puis, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, la seconde réaction je vais la chercher chez Léon Blum, qui dans un contexte un petit peu différent, le 1er juillet 1898, dans la revue où il est chroniqueur littéraire, la Revue Blanche, et qui ne signe pas ad hominem, il signe un juriste, cet article, a cette analyse très belle, et qui montre qu'on ne transige pas avec l'idée républicaine. Il publie un texte donc, sous la signature d'un juriste, comment ont été faites les lois scélérates. Et il dit, je prends la citation que j'ai préparée, elles permettent au premier gouvernement fort qui surviendra de tenir pour nulle la loi de 1881, c'est-à-dire la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Loi incomplète, précise-t-il, mais libérale et sensée dans son ensemble, est l'une des rares lois républicaines de la République. Elles abrogent les garanties conférées à la presse en ce qu'elles permettent la saisie et l'arrestation préventive. Elles violent une des règles de notre droit public en ce qu'elles défèrent des délits d'opinion
à la justice correctionnelle. Elle viole les principes du droit pénal en ce qu'elles permettent de déclarer complices et associés d'un crime des individus qui n'y ont pas directement ou matériellement participé. Elles blessent l'humanité en ce qu'elles peuvent punir de travaux forcés une amitié ou une confidence et de la relégation un article de journal. Alors, si j'ai insisté sur ces lois scélérates et si j'ai souligné les deux réactions minoritaires de Jaurès et de Blum, c'est que dans ce qui vient de se passer, il n'y a rien de comparable. Parce que précisément, la loi de laïcité, qui va apparaître comme le complément aux deux analyses que je viens de signaler. La loi de laïcité est une loi de la République, authentiquement républicaine. Le droit au blasphème, le droit à la liberté d'expression. Et donc, je veux vous faire toucher du doigt cette réflexion essentielle que aujourd'hui les ennemis de la liberté, ceux qui bafouent la doctrine de la République, liberté, égalité, fraternité, ne doivent pas pouvoir se prévaloir de cette finesse d'analyse qui élevait un Jaurès ou un Blum. Il faut combattre ce genre de dérive avec la plus extrême rigueur, mais en ne perdant jamais de vue la hauteur de vue d'un Jaurès et d'un Blum, dont ce fut l'honneur dans le climat liberticide de 1893 à 1898 que de relever le drapeau en disant « La liberté, ça ne se divise pas ». Et à travers la troisième crise que nous étudierons la prochaine fois, le moment Dreyfus, et sa conclusion catharsique, catharsique ça veut dire purificatrice en quelque sorte, eh bien, les lois de laïcité, qui après un moment où la République a failli vaciller, entre 1897 et 1900, pour être définitivement consolidée, a trouvé, a inventé cette solution originale à la française que sont les lois de laïcité de 1905. Je vous souhaite une bonne soirée et je reprendrai probablement dans 2 jours le fil de nos rencontres. Bonne soirée.